Bonjour à tous. Moi, je suis Laura de la Fondation Maladies Rares. Il y a 2 ans maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer Magali au moment où elle entamait finalement le montage de l'association Pax One française, même européenne finalement, parce que tu t'es étendue à plus que la France. Magali, elle a toujours été très, très, très moteur hein, sur le soutien à la recherche c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé ensemble toutes les deux. Donc, je vais prendre 3 petites minutes pour vous présenter un petit peu le contexte et qu'est-ce qu'est la Fondation Maladies Rares, ce qui vous permettra de comprendre pourquoi on travaille ensemble avec Magali. Donc, nous, on est une structure privée à but non lucratif. On est une fondation de coopération scientifique. On a été créé il y a plus de 10 ans maintenant sur impulsion du ministère de la Santé, du ministère de la Recherche, mais desquels on n'a aucun soutien financier. Donc, en fait, si on existe, c'est grâce à la volonté conjointe de nos 5 membres fondateurs, qui sont l'AFM Téléthon, que vous connaissez tous pour le Téléthon du mois de décembre, sans qui, clairement, on n'existerait pas. L'Alliance Maladies Rares, qui est un consortium d'associations de patients maladies rares en France, l'INSERM, la conférence des directeurs généraux de CHU et la conférence des présidents d'université. Donc, nous, on a une mission d'intérêt général qui est d'accélérer la recherche sur absolument toutes les maladies rares. Pour ça, on agit de 3 manières différentes. Une première manière assez classique qui est le financement de projets scientifiques. Donc, tous les ans, on lance des appels à projets, soit sur nos fonds propres, soit conjointement avec des associations de patients, comme ça s'est passé avec Pax One, on en parlera tout à l'heure. On a une deuxième action relativement classique. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Non, on ne la voit pas. D'accord. Bon, alors je vais essayer de vous guider. Donc, la deuxième action assez classique, c'est l'information et la formation. Donc, régulièrement, on fait des colloques scientifiques, des rencontres, des web émissions. Et là où on est un peu particulier dans le paysage, c'est qu'on fait ce qu'on appelle de l'accompagnement des acteurs du terrain. Donc, en fait, on accompagne les chercheurs, mais aussi les associations de patients. Donc, les chercheurs, à toutes les étapes de développement de leur projet, l'idée, c'est qu'à aucun moment, ils soient bloqués, soit faute de moyens, soit faute d'expertise. Et on accompagne les associations de patients, on les soutient dans toutes leurs actions de soutien à la recherche. Donc, ça commence par de la vulgarisation. Ce que je vais faire aujourd'hui, typiquement, c'est vraiment aider les associations et les patients à mieux comprendre toutes les étapes de la recherche. Ça passe par de la mise en lien avec des chercheurs. C'est ce qu'on a fait avec Magali quand on l'a mise en lien avec Marc Bitoun. C'est un projet dont on parlera tout à l'heure. Et ça se poursuit jusqu'à l'accompagnement ultimate, si j'ai envie de dire, qui est la gestion complète et la coordination des appels à projets pour les associations. Alors, je tiens à dire que tous ces services, ils sont entièrement gratuits, que ce soit pour les chercheurs académiques ou pour les associations. On a tous à la Fondation, on a une petite équipe de 9, hein, on a tous une casquette de leveur de fonds qui nous permet de lever les fonds dont on a besoin pour fonctionner et de proposer ces services gratuitement aux chercheurs et aux assos. Donc, une de mes autres casquettes, c'est effectivement d'être le contact dédié aux associations au sein de la Fondation. Alors, moi, je suis une ancienne chercheuse fondamentale, j'ai un doctorat de génétique. Je suis à la Fondation depuis 2014. J'ai accompagné pendant 7 ans exclusivement les chercheurs. Et puis, en 2019, à la demande de l'AFM et de l'Alliance, on a rouvert ce poste de conseiller recherche auprès des associations parce qu'il y a vraiment maintenant beaucoup d'associations de patients comme vous qui se mobilisent pour la recherche, mais qui n'ont soit pas le savoir-faire, soit pas le temps, tout simplement, de pouvoir gérer des appels à projets, par exemple, et on est là pour les aider. Alors, dans le cadre de la collaboration avec l'association Pax One, je vous l'ai dit, ça remonte à il y a 2 ans. Donc, en 2021, Magali nous contacte. On la met en lien avec Marc Bitoun, qui avait une technologie qui nous paraissait d'intérêt dans le Pax One. On monte un projet de recherche, on l'a fait expertiser à l'externe pour s'assurer qu'il était excellent et faisable. Et puis, depuis 2021, on suit la réalisation de ce projet de recherche qui se termine là d'ici quelques jours. En 2022, on poursuit la collaboration. Donc, cette fois-ci, j'ai aidé Magali dans la coordination du premier appel à projet de l'association, avec comme lauréat Dimitri Moreau. On en parlera aussi tout à l'heure. Et puis, en 2023, on réfléchit avec Magali à un deuxième appel à projet ou à la poursuite des travaux lauréats, puisqu'on a la chance que Marc ait eu des résultats assez prometteurs.
Alors aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment de vous donner des points de repère, de vous aider à comprendre et à mieux placer toutes les recherches qui se font, que ça soit par le soutien de votre association ou par le soutien de la Fondation Pax One, puisque vous savez que votre association, elle est très étroitement liée à la Fondation américaine Pax One. Et pour mieux vous aider à comprendre, en fait, j'ai repris un petit peu quelques repères pour vous guider, pour que vous arriviez à me suivre. Donc aujourd'hui, on va parler beaucoup ADN, ARN, protéines, rôle cellulaire de ces protéines. Et pour vous donner un petit parallèle, en gros, l'ADN, alors je m'excuse auprès de ceux qui connaissent déjà très bien tout ça, je vais essayer de vulgariser pour ceux d'entre vous qui ne sont pas biologistes, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Terre qui ne sont pas biologistes. Si jamais je perds l'un d'entre vous, alors j'en vois quelques-uns là dans la salle, mais si jamais je vous perds, vous dites help, vous levez la main, vous m'arrêtez, on me prendra le temps qu'il faut, mais j'ai vraiment, enfin, l'objectif aujourd'hui qu'on a avec Magali, c'est que ce soit vraiment clair pour tout le monde et que personne ne soit perdu. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler de comment une mutation dans l'ADN va entraîner des problématiques au niveau d'une cellule, au niveau d'un rôle cellulaire d'une protéine. Donc, je vais faire un parallèle, en fait, avec un cuisinier. L'ADN, c'est un peu comme le livre de recettes qu'on a tous dans nos cellules et qui permet de fabriquer tous les composants de notre corps. L'ARN, en fait, c'est la photocopie de la recette qui est d'intérêt pour vous. Donc, on va photocopier une recette dans le livre de recettes. Et avec cette recette, on va fabriquer quelque chose, une crème chantilly, par exemple. Cette crème chantilly, elle va servir à fabriquer un nouveau gâteau. Donc, ce qu'on va appeler chez nous, la chantilly, elle va avoir un rôle. Donc, de la même manière que la protéine, elle a un rôle cellulaire. Et ce qui se passe, en fait, quand on a une mutation dans l'ADN, donc quand on a une petite erreur dans le livre de recettes, en fait, donc ça peut être, alors, si je fais un parallèle, vous imaginez une recette pour une baguette, il faut un verre d'eau, alors verre VE 2 RE. Si dans la recette, il y a marqué un verre d'eau VERS, on est bien d'accord que la baguette, elle ne va pas du tout avoir la même tête. Donc, le problème, c'est que quand l'ADN est muté, quand il y a une petite erreur dans la recette, la cellule, elle va photocopier la recette telle qu'elle. Donc, elle va photocopier en fait cette petite erreur. Et puis, la recette, elle va être loupée parce que finalement, cette erreur, cette mutation, elle ne permet pas de fabriquer la protéine, de fabriquer le produit dont on a besoin. Et donc, on comprend bien que la protéine mutée, elle ne va pas pouvoir jouer son rôle cellulaire. Donc, si je prends le cas de PAX1 en particulier, le gène PAX1 va permettre de copier, donc de fabriquer une copie finalement de cette information sous la forme d'un ARN PAX1 qui va permettre de fabriquer la protéine PAX1. Et cette protéine PAX1, elle a un rôle dans la cellule. En l'occurrence, c'est alors, je vais utiliser des gros mots, mais que je vais vous vulgariser à chaque fois. En tout cas, je vais essayer. Elle a un rôle de régulateur du trafic entre le Golgi et la membrane. Alors, qu'est-ce que c'est le trafic entre le Golgi et la membrane, qu'on appelle aussi le TGN? Voici quelques repères cellulaires. Alors ça, c'est un dessin, une représentation d'une cellule. Au milieu, qui ressemble un peu à un soleil, vous avez le noyau dans lequel on a l'ADN, on a toutes les informations. Et puis la cellule, il faut imaginer ça comme un petit sac avec une membrane. Et à l'intérieur de la cellule, vous avez ce qu'on appelle des organelles. Donc, c'est les composants de la cellule qui chacun vont avoir un rôle. Donc, on l'a dit tout à l'heure, l'ADN est dans le noyau. Ça permet de fabriquer des ARN qui vont être dans c'est dommage que je n'ai pas ma souris, mais ce n'est pas grave. Qui vont être dans les organelles un petit peu en jaune qui sont collés au noyau. Et puis, les ARN vont permettre de fabriquer des protéines qui vont avoir un rôle partout dans la cellule. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est 3 organelles en particulier. L'appareil de Golgi, donc l'espèce d'organelle en bleu, l'espèce de feuillet un peu collé en bleu, les vésicules de transport et la membrane. En fait, la cellule, il faut imaginer que dans les effecteurs, dans les protéines qu'elle va fabriquer, il y en a certaines qu'elle va exporter ailleurs, dans d'autres cellules, dans le milieu extracellulaire, etc. Et puis, il y a des protéines qui vont avoir besoin de bouger ou d'être transportées
entre l'endroit où elles sont fabriquées et l'endroit où elles ont leur rôle dans leur cellule. Et tout ce transport, en fait, il passe, entre autres, par l'appareil de Golgi, qui, par des petites vésicules de transport, va emmener les protéines d'intérêt jusqu'à leur lieu, le lieu où elles ont un rôle. Si je prends un parallèle, l'appareil de Golgi, c'est un peu le centre de tri de la cellule, comme à la poste. Les vésicules de transport, c'est les stafettes du facteur, et la membrane, eh ben, c'est le portail, c'est là où on veut emmener la protéine. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant ou est-ce que j'en ai déjà perdu certains? Bon. C'est bon? OK. Donc, si on reprend le rôle de PAX1, on l'a dit, le gène PAX1, il sert à fabriquer l'ARN PAX1, qui sert à fabriquer la protéine PAX1, qui a un rôle dans ce transport cellulaire qu'on appelle le TGF. Quand le gène PAX1 il est muté, bah, l'ARN PAX1 il a copié cette erreur, il est muté aussi, et donc la protéine PAX1 elle va être mutée et elle ne peut pas effectuer son rôle dans la régulation du TGF. Alors, quelle stratégie de traitement est-ce qu'on peut mettre en place pour finalement compenser cette mutation et son impact dans la régulation du TGF? La première chose qu'on pourrait se dire, c'est qu'on pourrait apporter une copie saine du gène, c'est-à-dire on met une copie du gène PAX1 pas muté, ça permet de fabriquer un ARN pas muté, une protéine pas mutée et on a une régulation du TGN qui fonctionne. Alors, il faut savoir qu'on a tous en fait 2 copies de chaque gène. Et dans le cadre de PAX1, en fait, on a déjà une copie du gène PAX1 saine, pas mutée, qui est présente. Alors, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Alors, le souci, c'est qu'en fait, la protéine PAX1 mutée, elle est toxique et elle rend inopérant même la protéine PAX1 pas mutée. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment un impact de la mutation PAX1, que ce soit sur la protéine PAX1 mutée ou sur la protéine PAX1 pas mutée. Et donc, c'est rien que la présence de la protéine PAX1 mutée, elle empêche cette régulation du TGN, donc cette régulation du transport à l'intérieur de la cellule. Donc ça, ce n'est pas une stratégie qu'on peut utiliser. La deuxième stratégie, c'est de se dire, OK, du coup, on va agir directement sur la copie mutée du gène. Donc, au niveau du gène PAX1 muté, on va le corriger, donc comme si on mettait du blanco sur la faute d'orthographe dans notre recette de cuisine. On va corriger le gène et comme ça, il fabriquera un ARN PAX1 pas muté, une protéine PAX1 pas mutée et on retrouve une régulation du TGF. Alors, ça, c'est possible. Il y a pas mal de pistes qui existent maintenant, et en particulier une technologie dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui est la technologie CRISPR-Cas9. Le hic, pourquoi on n'a pas choisi cette stratégie-là avec Magali, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas assez aboutie. Il y a encore pas mal de problématiques technologiques et problématiques même éthiques sur cette technologie. Donc, l'idée, c'est de trouver une autre stratégie de traitement. Est-ce que ça va pour l'instant? J'ai perdu personne? C'est bon. Donc, alors, on apporter une copie pas mutée, elle est déjà là. Changer le gène PAX1, le corriger, c'est un peu trop précoce. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas agir plutôt au niveau de l'ARN? C'est-à-dire qu'on laisse le gène PAX1 muté, mais on agit au niveau de l'ARN. En se disant, si on élimine l'ARN muté, on n'a plus de protéines mutées. Et donc, la copie saine du gène qui fabrique l'ARN et la protéine PAX1, il n'y a plus de toxicité sur cette protéine, donc on retrouve la régulation du TGF. Ça, c'est les technologies d'ARN interférence. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 2 projets en développement dans ce cadre-là. Un via la fondation PAX1, donc qui travaille avec Ionis sur ce qu'on appelle des ASO, et un grâce à l'association PAX1 avec Marc Bitoun, qui est chercheur à Paris sur la technologie des siRNA. Donc, le projet Ionis, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous, mais sachez juste que ce n'est pas tout à fait la même technologie d'ARN qui est utilisée. Basiquement, Ionis va injecter dans les cellules, faire exprimer par les cellules des ARN simples brins. Le projet de Marc, c'est de faire exprimer dans les cellules des ARN
double brin. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire que ces ARN interférents qu'on fait exprimer par la cellule, ils vont avoir la capacité d'aller cibler spécifiquement l'ARN PAX1 muté et de le désactiver. Donc, comme on désactive l'ARN PAX1 muté, on n'a plus dans la cellule que l'ARN PAX1 sain, normal. On fabrique la protéine PAX1 et on a une régulation du TGM. Donc, à l'heure actuelle, en fait, Marc, il a testé plusieurs siRNA, une vingtaine, si je ne me trompe pas. Il y en a 2 qui sont extrêmement prometteurs. Donc, Marc, il a testé ça, ce qu'on appelle un peu in vitro, c'est-à-dire qu'il a pris vraiment l'ARN de PAX1 muté, il a testé ces ARN dessus. Il y en a 2 qui sont très prometteurs. Et donc là, la réflexion qu'il y a en 2023 avec Magali, c'est de savoir comment est-ce qu'on aide ce projet à se continuer, en fait. Alors, il y a d'autres stratégies qui sont en cours de développement et qui agissent cette fois pas sur l'ARN, mais sur la protéine PAX1 mutée. Donc, l'idée, ce serait de trouver un interacteur de PAX1 qui neutralise spécifiquement la forme mutée de la protéine. Si on neutralise cette protéine mutée, il n'y a plus de toxicité. La protéine PAX1 normale peut agir. On a la régulation du TGM qui revient, qui peut être faite. Ça, c'est le projet qui s'appelle DEL. Donc, c'est développé via la fondation PAX1 avec un professeur qui s'appelle le professeur Morgan. Donc là, ce qu'ils sont en train de chercher, c'est toutes les molécules qui interagissent avec la protéine PAX1 mutée. Donc, dans un premier temps, l'idée, c'est de trouver tous les interacteurs de la protéine PAX1 mutée. Et ensuite, quand ils auront trouvé des interacteurs, de voir ceux qui peuvent inactiver la protéine PAX1 mutée. Si on veut agir sur la protéine, ou en tout cas si on veut faire une stratégie de traitement avec des petites molécules, donc avec des candidats médicaments, il y a une autre stratégie qu'on peut mettre en œuvre, c'est de compenser la régulation du TGN, donc du transport cellulaire, par des petites molécules. En fait, l'idée, c'est de passer outre la toxicité de la protéine PAX1 mutée et d'hyperactiver quelque part la régulation du TGN. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver des molécules qui vont, pour la petite part de régulation de TGN qui existe encore, de pouvoir la booster à fond pour qu'elle puisse quand même fonctionner, même quand on a une protéine PAX1 mutée dans la cellule. Alors, est-ce que j'ai perdu quelqu'un ou est-ce que là, tout est clair? Ça va encore? On va rentrer un petit peu dans le détail de ce qui se passe. Je vois des gens qui se tournent. Ça va? Vous m'arrêtez. On va rentrer dans le détail de ce qui se passe entre la protéine et la régulation du TGN, parce que là, on se dit booster le TGN, ça a l'air très facile. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait depuis longtemps? Tout simplement parce que moi, je vous ai mis une flèche entre la protéine et la régulation du TGN. En réalité, il y a plusieurs étapes dans ce processus. Entre la protéine PAX1 et la régulation du TGN, on a une idée de certains des acteurs de cette voie de signalisation, comme par exemple la furine, comme par exemple les clatrines, mais les chercheurs n'ont pas encore mis en évidence tous les effecteurs intermédiaires qui permettent à la protéine PAX1 de réguler, d'être un régulateur du TGN. Donc la première chose, quand on pense à compenser la régulation du TGN par des molécules, c'est que d'abord, on a besoin d'avoir une petite idée de où est-ce qu'on va viser, en fait, où est-ce qu'on voudrait que notre médicament il agisse. Donc, on a besoin de mieux connaître le rôle de PAX1. C'est pour ça qu'on fait de la recherche fondamentale. Et il y a au moins 5 des projets qui sont en cours qui vont participer à cette meilleure compréhension du rôle de PAX1. Le premier projet dont je voulais vous parler, qui est soutenu grâce à l'association PAX1, c'est le projet de Dimitri Moreau, qui est donc lauréat du premier appel à projet. Le projet de Dimitri, en fait, il va viser à vraiment regarder tous les acteurs de du TGN dans la cellule quand PAX1 est muté et quand PAX1 n'est pas muté.
et en particulier de regarder la localisation de ces organelles et en particulier du Golgi dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un lieu d'action de la voie du TGN. Et donc de regarder si le Golgi il est fonctionnel, s'il a la même forme que d'habitude, s'il est délocalisé dans la cellule, et de vraiment regarder visuellement tous les organelles de la cellule pour voir si ces organelles, donc si le centre de tri de la poste de la cellule a été déplacé ou s'il est un peu abîmé, s'il n'a pas la même forme que d'habitude. Ça donnera des grosses indications à Dimitri Moreau pour avoir une idée exacte de où est-ce que PAX1 a un rôle. Est-ce qu'il a un rôle dans le Golgi? Est-ce qu'il a un rôle dans les vésicules intermédiaires? Est-ce qu'il a un rôle aussi dans la formation des membranes? Donc ça, c'est vraiment un projet visuel de microscopie où grâce à des marqueurs fluorescents, on va pouvoir regarder chaque organelle de la cellule et avoir une idée de où est-ce que PAX1 a un rôle. Le projet de Marc, il va aussi participer au rôle de PAX1 puisque son idée, il aimerait bien poursuivre son projet en regardant les voies qui sont affectées. Alors, les voies, c'est quoi? C'est les voies de signalisation dans la cellule. Basiquement, c'est de regarder entre le moment où PAX1 est muté et le moment où il fait son rôle, est-ce qu'il y a d'autres acteurs dans la cellule qui sont, par exemple, déstabilisés, qui sont moins bien exprimés, qui sont plus exprimés. Donc ça, Marc, il va le regarder au niveau de l'expression des gènes, c'est-à-dire qu'il va faire une analyse pangénomique, hein. Il va regarder l'expression de tous les ARN des cellules quand PAX1 est muté et quand PAX1 n'est pas muté. Et en faisant la comparaison de l'expression des ARN, ça va lui donner des indications de quels ARN sont inhibés ou quels ARN sont hyperactivés. Ça va lui donner une indication des voies de signalisation qui peuvent être impactées. Ces voies de signalisation, elles vont nous donner une idée de où est-ce que PAX1 interagit, où est-ce que PAX1 a des interacteurs dans la cellule. Un troisième projet qui va répondre à quel est le rôle de PAX1, c'est le projet du docteur Burke, qui lui, pour le coup, est soutenu par la fondation PAX1 et qui va regarder plus spécifiquement la fonction de PAX1 vis-à-vis de sa structure. Donc, en fait, PAX1, alors, toutes les protéines dans la cellule prennent des conformations, donc des structures en 3 dimensions un petit peu particulières. Quand la protéine est mutée, on sait que ça a un impact sur cette structure. Donc, l'idée, c'est de comprendre d'abord comment est-ce que PAX1, elle se replie en temps normal. Et une fois qu'elle est mutée, de voir l'impact de la mutation et éventuellement, est-ce qu'il y a un domaine de la protéine qui, du coup, devient accessible ou alors est-ce qu'il y a un domaine qui devient inaccessible et qui ne permet plus d'interaction avec d'autres effecteurs. Ça, c'est un projet qui se fait aussi en soutien avec la fondation PAX1 chez le docteur Bazan, où là, lui, il va vraiment aller dans la structure de certains domaines qu'on connaît déjà bien en biologie et de regarder si par hasard, ça ne pourrait pas avoir un impact, un impact sur l'interaction avec certains effecteurs, comme par exemple WDR37, qui lui est spécifiquement étudié dans l'équipe NERGIL, soutenue grâce à la fondation PAX1. Donc, ces 5 projets, en fait, grâce à différentes technologies, en regardant à différents niveaux de la cellule, ils vont tous permettre d'avoir des éléments qui vont permettre de comprendre comment est-ce que PAX1 a ce rôle dans la régulation du TGN. Est-ce que pour l'instant, c'est clair pour tout le monde? Ouais, parfait. Alors, quand on veut penser à compenser la régulation du TGN par des petites molécules, par des médicaments, on l'a dit, on a besoin de savoir où est-ce qu'on veut viser, donc de comprendre le rôle de PAX1, mais on a aussi besoin d'un modèle pour visualiser l'efficacité de ces molécules. Quand on développe un médicament, il est bien évident qu'on ne va pas donner le médicament à l'être humain pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Avant, on a des étapes préalables, ça s'appelle la recherche translationnelle ou préclinique, où en fait, on va tester notre hypothèse, on va tester nos molécules sur des modèles de la maladie.
Alors, ces modèles, ça peut être des modèles à l'échelle d'un organisme. Donc, c'est ce qu'on appelle les modèles animaux. L'idée, c'est d'avoir un animal qui présente la même mutation de PAX1, qui développe des symptômes similaires pour pouvoir étudier la maladie dans cet animal plutôt que dans un être humain. Là, il y a 2 projets qui sont en développement pour développer des modèles animaux. Un projet dont vous avez peut-être entendu parler, donc le projet JAX, qui est dans les Jackson Lab, qui est spécialisé dans le développement de modèles souris. Ça, c'est soutenu par la fondation PAX1. Donc, il y a une souris qui a été créée qui exprime la même mutation PAX1 que chez les enfants atteints. Et là, la souris, elle est en train d'être caractérisée, c'est-à-dire que le laboratoire va regarder si, en exprimant cette mutation PAX1, la souris, elle présente des symptômes similaires à ce qu'on peut observer chez l'être humain. Si elle présente des symptômes similaires, ce sera un bon modèle pour tester les molécules. On pourra donner les molécules aux souris et regarder si les symptômes sont améliorés ou pas. Il y a un autre modèle à l'échelle de l'organisme qui est développé. Donc là, c'est un modèle un peu plus simple. C'est dans le laboratoire de Bird et Jean, qui est soutenu aussi par la fondation PAX1. Là, l'idée, c'est de développer un modèle chez le nématode. Donc, c'est des tout petits vers qu'on utilise régulièrement en laboratoire. L'avantage du nématode, c'est que d'abord, on peut avoir des milliers d'organismes en quelques jours. Donc, ça permet vraiment de faire plein de tests très rapidement. Et en plus, le nématode, il a l'avantage d'être transparent. C'est-à-dire qu'en observation microscopique, c'est vraiment un animal qui est très facile et très pratique à utiliser. Je peux en témoigner, j'ai fait mon postdoc dessus. C'est un modèle animal très simple. Alors, c'est vrai qu'il est éloigné de l'être humain, mais pour certaines observations cellulaires, il est très pratique. Alors, ça, c'est des modèles à l'échelle d'un organisme entier. On peut aussi, en préalable, développer, et on en a besoin, des modèles cellulaires. Donc, l'idée, c'est de regarder, comme je vous le disais tout à l'heure, la localisation des organelles au niveau de la cellule. Donc, vraiment d'avoir des cellules mutées du gène PAX1 dans lesquelles on est capable d'observer ce qu'on appelle, nous en laboratoire, un readout, c'est-à-dire quelque chose de visuel dans la cellule qui nous dit quand le gène PAX1 est muté, on observe tel phénotype ou tel phénomène spécifique dans la cellule. Donc ça, c'est le projet de Dimitri Moreau, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vraiment avec de la microscopie, l'idée, c'est que Dimitri, il arrive à nous trouver un readout dans les cellules mutées pour PAX1. Et puis, il y a un projet aussi, donc Alicia Guémez, qui est soutenu par la fondation PAX1. Alicia, ça fait très longtemps qu'elle travaille sur le PAX1. Elle a différents modèles cellulaires, c'est-à-dire qu'elle a différents types de cellules dans lesquelles elle a muté PAX1. Donc, elle a des cellules de muscles, elle a des cellules neuronales. Et là, elle est en train d'aller jusqu'à ce qu'on appelle le développement d'organoïdes. Donc, l'organoïde, c'est un modèle intermédiaire entre la cellule et l'organisme. Parce qu'un modèle cellulaire, pour vous donner une idée, un modèle cellulaire, ça se fait dans ce qu'on appelle une boîte de Petri. Hein, donc, c'est une petite boîte plate. Et vos cellules, elles sont en tapis. C'est-à-dire qu'en gros, elles sont en 2 dimensions. Elles n'ont pas du tout la structure tridimensionnelle que nous, on a dans notre organisme. Donc, l'idée des organoïdes, c'est d'avoir un intermédiaire entre un organisme entier comme une souris et un tapis de cellules en 2D. L'organoïde, ça va être une structure tridimensionnelle, cellulaire, dans laquelle on va avoir différents types de cellules, ce qui va permettre aussi parfois de regarder l'impact de la mutation dans les interactions cellulaires, comme ça pourrait être le cas à l'échelle d'un organisme entier. Le dernier projet dont on voulait vous parler avec Magali, alors là, c'est vraiment parce que quand on utilise un traitement, quel qu'il soit, que ce soit un ARN, une petite molécule, une molécule biologique, on a besoin, vous l'avez compris, de démontrer l'efficacité du traitement. Donc, en fait, on a besoin de repères pour évaluer l'efficacité des traitements. On a aussi besoin de mieux diagnostiquer, d'accéder à des échantillons, de trouver des partenaires de recherche. Et donc, la Fondation PAX1, ils ont mis en place 2 choses. Le premier, c'est le projet PAX1 Syndrome Global Data Hub.
Donc là, l'idée, c'est d'avoir toutes les données sur PAX1, mais toutes les données, même en qualité de vie, c'est-à-dire vraiment, c'est quoi les symptômes du PAX1, ça veut dire quoi vivre avec le PAX1, à quoi font face les patients, pour pouvoir juger quand une thérapie sera testée, est-ce que tous ces éléments-là sont améliorés ou pas. Et le deuxième projet, c'est la biobanque au Coriel, où là, en fait, l'idée, c'est que les chercheurs peuvent demander à accéder, par exemple, aux modèles cellulaires qui ont été mis en place, qui ont été créés. Et ça a déjà été le cas, hein, c'est en cours. Marc Bitoun, il a eu accès aux cellules PAX1 grâce à la biobanque de Coriel. J'espère que j'ai perdu personne. Voilà un petit peu on a balayé avec Magali tous les projets qui sont actuellement en développement dans le PAX1. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on aille un peu plus en profondeur dans tel ou tel projet. En gros, tout est en cours à l'heure actuelle. Je vous l'ai dit, le Global Data Hub, il court en ce moment, la biobanque aussi. Voilà, donc pour l'instant, on n'a que des projets prometteurs, pas encore de thérapie, ça prend du temps, c'est de la recherche. Mais vous l'avez vu, il y a pas mal de projets de recherche qui sont en cours à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Laura. On va peut-être prendre des questions dans l'Assemblée. Alors, moi, je vais commencer. Hein. Plus une question d'ordre général. Hein. Généralement, combien de temps ça met pour avoir un traitement dans une maladie rare comme la nôtre? Alors, le souci, c'est que c'est très difficile à évaluer pour une maladie rare donnée. Ce qu'on peut donner, c'est les chiffres généraux. Alors, je vais commencer par le chiffre qui fait peur. Quand on part vraiment de la recherche très fondamentale, qu'on n'a aucun élément, jusqu'aux médicaments, il faut compter bien une quinzaine d'années et plusieurs milliards d'euros. Ça, c'est le chiffre qui fait peur, hyper pessimiste. Dans les maladies rares, il faut savoir que très souvent, on fait appel à ce qui s'appelle du repositionnement de médicaments. Donc, l'idée, c'est de ne pas réinventer la roue, de partir sur des molécules qui sont déjà sur le marché pour d'autres maladies, ce qui permet de faire gagner beaucoup de temps sur tout ce qui est test de toxicité, comportement de la molécule, mise sur le marché. Tout ça, ça permet d'aller plus vite. Et dans un repositionnement de médicaments, on dit généralement qu'on arrive à diminuer à 7 à 10 ans de développement et 1 milliard d'euros ou moins. Donc, c'est vraiment très variable. Et dans les maladies rares, il y a aussi des dispositifs qui ont été mis en place justement pour accélérer ce développement, inciter les industriels à investir aussi sur des maladies rares avec des tout petits marchés. Et c'est le cas, par exemple, à l'Agence européenne du médicament. Il y a un dispositif qui s'appelle la désignation médicaments orphelins. Parce que, alors, je vulgarise très brièvement, mais il faut imaginer que quand on développe un projet comme ça, un industriel, s'il investit en recherche et développement, c'est parce qu'il espère avoir un retour sur investissement à la fin. Ce retour sur investissement, quand on est dans une maladie fréquente où il y a un gros marché, bon, l'industriel, il se dit, je vais protéger ma recherche, ma découverte, et puis ensuite, je vais avoir un certain temps sur le marché pour avoir un retour sur investissement. La protection, elle se fait par l'intermédiaire d'un brevet. Un brevet, il va donner à l'industriel une exclusivité sur la molécule pendant 20 ans. Généralement, pendant 10 ans, la molécule, on la développe et ensuite, pendant 10 ans, on a une exclusivité sur le marché. Le problème des maladies rares, c'est que d'abord, le développement peut prendre plus de temps et ensuite, le marché est tout petit. Donc, la fameuse désignation médicaments orphelins dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été mise en place par l'Agence européenne du médicament, elle donne, outre le brevet, une exclusivité commerciale de 10 ans à partir de la mise sur le marché pour les industriels. C'est-à-dire que ça leur donne une certitude d'un temps d'exclusivité une fois que la molécule est sur le marché, ce qui les rassure en fait sur leur retour sur investissement. Est-ce que j'ai répondu à ta question?
Oui, merci. Alors, on a une autre question. Les 1 milliard d'euros, c'est forcément sur les fonds, on va dire, propres. Alors, il faut juste parler un tout petit peu plus fort, j'ai eu que le début de la question. Est-ce que du coup, les industriels, dans le cas du Pax One, montrent un intérêt quelconque à investir quelque chose, ou pour l'instant, c'est uniquement des fonds en lien avec les associations Alors, pour l'instant, il y a eu une marque d'intérêt puisque Ionis, c'est une biotech, hein, c'est une boîte pharma dans les ASO, donc dans l'ARN interférence. Donc, vous pouvez vous dire d'abord que Pax One a déjà éveillé l'intérêt d'un industriel. Je ne vais pas vous mentir, c'est jamais simple dans les maladies rares, mais ça se fait, ça se trouve. Nous, on a des belles histoires à la Fondation Maladies Rares et c'est aussi là-dessus qu'on accompagne les associations. Il faut savoir qu'à la Fondation, on est là pour détecter ce qu'on appelle les preuves de concept. Donc là, la majorité des projets qui sont en développement sont un peu jeunes. On ne va pas voir un industriel dès qu'on a une idée de projet. En fait, l'industriel, il va rentrer dans le développement du médicament au moment où on a la démonstration qu'une molécule donnée permet, en tout cas qu'on a des bons indicateurs qu'une molécule donnée va pouvoir guérir la maladie qu'on considère. Donc là, typiquement, si je prends l'exemple de Marc. Marc, vous avez financé ses travaux. Il a 2 ARN interférents qui sont très prometteurs. Et pour l'instant, ces résultats, on l'a dit, ils sont in vitro. Marc, il lui manque un readout, en fait, et il lui manque au niveau cellulaire, au niveau in vivo, il lui manque une démonstration visuelle que ces 2 ARN interférents, ils fonctionnent dans le Pax1. Donc, pour l'instant, on n'a pas été voir les industriels parce que c'est un peu trop précoce. Dès qu'on aura un readout, qu'on aura pu démontrer visuellement que la molécule, elle fonctionne, ça sera le bon moment pour commencer à aller démarcher des industriels. Et à la Fondation, on a un dispositif qu'on a créé en 2018 qui s'appelle le Club POC. Donc, l'idée, c'est que 2 fois par an, on met en lien des chercheurs académiques et des acteurs de la pharma, de la biotech, de fonds d'investissement pour qu'ils investissent en fait dans les projets des chercheurs académiques. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. D'autres questions? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres voies de recherche qu'on n'aurait pas encore initiées? Alors, pour l'instant, vous l'aurez compris, moi, je ne suis pas spécialiste du Pax1. D'un point de vue extérieur, avec la connaissance qu'on a à l'heure actuelle de Pax1, je pense quand même qu'entre la fondation et l'association, vous êtes en train d'explorer toutes les voies auxquelles on aurait pu penser tout de suite. Le point noir en ce moment, et vraiment c'est là-dessus que vous travaillez, vous, ASSO et la Fondation Pax1, c'est d'avoir ce fameux readout. Pour l'instant, on n'a pas d'outils, et c'est vraiment un point bloquant. Il n'y a pas d'outils qui permettent de dire au niveau de la cellule, donc de pouvoir tester très rapidement plein de molécules, etc. On n'a pas l'outil qui permette de dire si une molécule, elle a un impact, ne serait-ce qu'au niveau de la cellule. Donc, c'est là-dessus que la Fondation et l'ASSO travaillent en ce moment, c'est d'avoir ce fameux readout. Là, il n'y a pas de recherche pour la... Enfin, il y a une recherche en France. C'est Dimitri, en fait, c'est la recherche de Dimitri qui a pour objectif, en fait, de trouver un readout, donc un indicateur d'efficacité au niveau cellulaire d'un traitement, en fait, quelconque. Et là, la suite de ça va se terminer. Il peut continuer son projet, même s'il n'y a pas de... Je suis désolée, j'entends pas. Alors, en fait, on a... Non, vas-y. Là, vous parliez tout à l'heure que le docteur Bouin, il aurait éventuellement une suite à propulser à sa recherche. Tant qu'on a fait la fin de la recherche des délits moraux, c'est possible? C'est autre chose? Alors, oui. En fait, des readouts, on a plein de types de readouts possibles. Le fait est que pour tester plein de molécules très rapidement, ce qu'on appelle du criblage de médicaments, on a besoin d'un readout
facile, de quelque chose de visuel, de vraiment très facile à repérer. Donc, c'est pour ça que là, Dimitri travaille sur un readout visuel. Après, quand on regarde l'effet d'une molécule, qu'on n'a pas besoin de faire de criblage à très grande échelle, donc dans le cadre de Marc, en fait, finalement, là, il y a 2 molécules prometteuses qu'on aimerait tester. On peut regarder leur effet avec un readout qu'on va dire plus compliqué à manipuler. Et ça, Marc, c'est ce qu'il nous a proposé et sur lequel Magali est en train de réfléchir à est-ce que vous le soutenez ou pas. Marc, ce qu'il peut regarder, c'est l'impact au niveau de toutes les voies de signalisation de la cellule. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de quantifier tous les ARN dans la cellule et de regarder quand PAX1 est muté, est-ce que certains ARN sont diminués ou sont augmentés? Ce qui nous donne une indication des voies de signalisation dans la cellule qui sont impactées. L'idée de Marc, c'est de faire ce test-là dans des cellules non mutées, dans des cellules mutées et dans des cellules mutées auxquelles il a fait exprimer son ARN prometteur. Donc, le scénario qu'on espère, optimiste, mais bon, on espère que c'est ça qui va se passer, c'est que Marc il va avoir l'expression des ARN dans une cellule non mutée. Dans la cellule mutée PAX1, il va avoir certains ARN sous-exprimés ou surexprimés. Et ce qu'il espère observer, c'est que en faisant exprimer sa molécule d'ARN prometteuse, il va avoir certaines voies de signalisation revenir à la normale, en fait, ce qui démontrerait un impact positif de ces 2 molécules. Est-ce que ça va? Donc, en fait, Marc, il peut continuer. Ça serait plus simple avec un readout cellulaire visuel, mais il peut continuer. Pourquoi on s'attache à ce readout cellulaire visuel? C'est parce que, outre les ARN de Marc, il y a quand même une idée, je vous parlais tout à l'heure de repositionnement, il y a quand même une idée de tester toutes les molécules qui sont déjà sur le marché à l'heure actuelle et de démontrer lesquelles peuvent avoir un effet positif dans le syndrome PAX1. Et pour ça, comme le criblage, c'est tester des milliers de molécules à la fois, on a besoin d'un readout qui soit très simple à utiliser. Aux États-Unis, en France, travaille de façon différente. Alors, je ne sais pas si tu as entendu. Hein. Non, je suis vraiment désolée, mais c'est... Aux États-Unis ou la France, la façon de travailler est différente. Ce n'est pas forcément les mêmes molécules. Ou... Alors, ce n'est pas forcément les mêmes molécules, en fait, mais même en France, d'une plateforme à une autre, vous n'avez pas forcément les mêmes chimiothèques, en fait. Donc, il y a plusieurs stratégies. Effectivement, ça fait partie des discussions qu'ont les chercheurs. Et on va dire que le choix de la chimiothèque, donc le choix des lots de médicaments à tester, dépend aussi de ce qu'on connaît de la protéine PAX1. C'est-à-dire que si pour l'instant, on sait que PAX1 agit dans le TGN, on ne sait pas bien comment, etc. Donc, pour l'instant, si on voulait tester des médicaments, la stratégie, ça serait quand même de tester tous les médicaments qui sont sur le marché. Donc là, généralement, on s'adresse à la chimiothèque de chez Prestwick. Donc, la chimiothèque Prestwick, c'est une collection de molécules qui représentent les médicaments qui sont déjà sur le marché. Si dans quelques mois ou dans quelques années, on se rend compte que PAX1, elle agit sur le TGN parce qu'elle agit sur une phosphatase particulière, on va peut-être regarder les médicaments qui sont déjà sur le marché qui agissent sur cette phosphatase. Donc, vraiment, ça dépend de la connaissance qu'on a du rôle de la protéine qu'on regarde. Pour l'instant, il faut avouer que le rôle de PAX1, il est encore assez flou. On a des connaissances, mais on n'a pas tous les effecteurs de la voie de signalisation. Donc, la stratégie pour l'instant de criblage, elle serait assez généraliste. Imaginons que du coup la molécule, elle doit être inventée, elle n'existe pas déjà sur le marché. On n'a pas accès aux mêmes médicaments en France et aux États-Unis.
ou est-ce qu'on a exactement accès aux mêmes choses? Et si elles devaient être fabriquées aux États-Unis, est-ce qu'en France, on y aurait accès, par exemple? Vice-versa. Alors ça, c'est plus de la recherche. En fait, là, on est vraiment dans les négociations avec les agences réglementaires. C'est-à-dire que vous avez tout à fait raison, dans le développement d'un médicament, un médicament qui est développé aux États-Unis, au moment de la mise sur le marché, il va y avoir une négociation avec les agences réglementaires de chaque pays, ce qui explique pourquoi parfois une molécule est disponible aux États-Unis et pas en France, ou vice-versa, est disponible en France et pas aux États-Unis. Ça, c'est le côté plus sensible de la problématique parce qu'en fait, ce qui se passe dans ces négociations, tout bêtement, c'est que les agences réglementaires, elles vont regarder le service rendu par la molécule. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de montrer que la molécule, elle est vraiment efficace. Et en fonction de cette efficacité, il va y avoir une négociation aussi de la part des agences réglementaires sur le coût du médicament. On a des industriels pharmaceutiques qui sont très gourmands, qui demandent des prix exorbitants. Parfois, ça passe auprès des agences réglementaires, parfois non. Donc, c'est vraiment des négociations. Là où on peut se réjouir, c'est que de plus en plus, les agences réglementaires, elles mettent autour de la table les associations de patients. Donc, quand on en sera là du développement du médicament, vous, patients, l'association PAX1 pour l'Europe, elle aura un vrai rôle dans les négociations avec les agences réglementaires pour faire en sorte que, quelle que soit la négociation finalement financière, vous serez là pour appuyer très fortement le besoin de la disponibilité du médicament sur le territoire français ou européen. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas parce que la fondation PAX1 américaine soutient la majorité quand même des projets qui sont en cours, parce que ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle est là. Ce n'est pas parce que les molécules sont développées aux États-Unis que l'industriel qui va investir sera forcément américain. En fait, à tout moment de la vie du médicament, il peut y avoir un industriel européen impliqué, un industriel américain. Il peut y avoir un accord de licence d'un Américain vers un Européen et vice-versa. Donc, pour l'instant, ne partez pas du principe qu'un projet développé dans un laboratoire américain finira forcément en molécules disponibles uniquement aux États-Unis. Il y a plein d'étapes dans le développement du médicament où ça va être renégocié, revu, relicencié. Voilà. Pour l'instant, rien n'est inscrit dans le marbre. Moi, je voulais savoir si éventuellement il y a aussi d'autres recherches qui sont menées dans d'autres pays, par exemple l'Allemagne. Est-ce que vous êtes forcément au courant de tout ce qui se passe ailleurs, en fait, dans d'autres pays? Nous, non, mais les chercheurs, oui. Parce que pour chaque projet qu'ils ont déposé, il faut imaginer qu'ils viennent, ils frappent à la porte de l'association PAX1 et on leur donne des sous comme ça. À chaque fois, ils déposent un projet. Dans ce projet, l'introduction du projet, c'est toujours une bibliographie sur l'existant. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été publié, qu'est-ce qui est en développement et en quoi le nouveau projet qui est proposé, il est novateur. Donc, c'est pour ça que, en fait, vous l'avez vu, j'espère que j'ai réussi à le démontrer aujourd'hui, tous les projets qui sont en développement à l'heure actuelle, ils sont complémentaires les uns des autres. Il n'y a pas de redondance, en fait. Tout simplement parce qu'on demande aux chercheurs d'avoir cette démonstration de l'innovation qu'ils apportent par rapport à l'existant. Après, je ne vais pas vous mentir, on ne peut pas savoir, tant que ce n'est pas publié, il y a peut-être un laboratoire en Allemagne, au Japon ou en Angleterre qui travaille sur PAX1, mais qui pour l'instant n'a pas communiqué dessus parce que c'est trop précoce. Ça, c'est possible aussi. Il y a quand même les chercheurs impliqués dans nos projets communs qui vont dans les colloques, qui vont dans les symposiums, où là, il y a parfois des communications, des posters. Donc, il y a quand même une veille sur ce qui se passe sur le PAX1 à travers les chercheurs qui sont financés par la Fondation et par l'association. Merci. D'autres questions? Oui, vas-y. Non, mais ouais, enfin. Vas-y.
En fait, vous avez parlé tout à l'heure donc, dans l'étude du PAX1. Est-ce qu'il y aurait une possibilité que le PAX1 muté agisse sur la structure du Golgi, c'est-à-dire que le Golgi ne soit pas positionné là où il devrait dans la cellule, et par conséquent qu'une molécule ne pourrait pas avoir d'impact sur la production de la protéine toxique? Alors, oui et non. Structurel, du coup. En fait, oui et non, parce que les molécules, les petits candidats médicaments, ils vont pouvoir agir à plein d'endroits. Pour ça, je vous disais tout à l'heure, on a besoin de savoir où est-ce qu'on va taper, en fait. Qu'est-ce qu'on va viser avec la petite molécule? Il y a effectivement peut-être des petites molécules qui vont être des interacteurs de PAX1. Ça, c'est le projet. Alors, il faut juste que je retourne parce que je vous avoue, je ne connais pas les noms par cœur. Ça, c'est le projet de Morgane, le projet d'elle. C'est-à-dire qu'on peut chercher des interacteurs de PAX1, mais effectivement, il y aura peut-être des interacteurs qui ne marcheront pas parce que le PAX1 muté, il y a un Golgi qui n'est pas bien localisé, etc. Donc, ils ne peuvent plus interagir. Ça, c'est une première possibilité. C'est pour ça qu'on cherche des interacteurs spécifiques de PAX1 muté, en fait. On peut aussi trouver des interacteurs qui se collent sur PAX1, sur la protéine, et qui vont bypasser, donc qui vont faire fi de la toxicité, en fait. C'est-à-dire que la PAX1 mutée ne pourra plus se coller à la PAX1 saine, ne pourra plus l'inactiver, il n'y aura plus de toxicité grâce à ce petit interacteur. Donc, vous avez raison, il y a probablement dans les molécules qu'on va tester des molécules qui auront besoin d'être localisées correctement, et du coup, avec cette délocalisation qu'on anticipe, ça ne marchera pas. Mais en fait, nous, ce qu'on va regarder, c'est des molécules qui sont efficaces. Donc, les molécules qui auront besoin d'être localisées correctement, elles vont ressortir comme pas efficaces, en fait, qu'elles interagissent avec PAX1 ou pas. C'est pour ça que je vous dis, le readout, il est très important parce que c'est sur la base du readout qu'en fait, ce qu'on regarde, ce n'est pas les molécules qui pourraient interagir ou quoi, c'est les molécules efficaces, en fait. C'est vraiment ça qu'on va regarder dans un criblage. Ok. J'ai répondu à la question? Oui, merci. Oui. C'est le docteur Moreau, là, qui est plus important maintenant. Le docteur Moreau, en fait, alors, bon, Magali, je pense qu'il n'y a pas de secret, donc je peux vous le dire. En fait, ce qui s'est passé, le projet de Dimitri, il est vraiment important parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une équipe américaine qui a quelques années a travaillé, en fait, sur le PAX1, sur les localisations cellulaires, etc. Et ils ont décrit un impact sur la localisation du Golgi. Le problème, c'est que ces résultats, ils n'ont pas pu être reproduits par aucune équipe. Même Marc Bitoun, il a essayé, il n'a pas réussi. Donc, en fait, on a des papiers qui ont démontré autrement qu'il y a un rôle dans le TGN. On a une équipe qui nous dit que ça a un impact sur le Golgi, mais le readout visuel sur le Golgi, personne n'arrive à le reproduire. Donc, en fait, l'idée, c'est que Dimitri, il arrive à nous trouver un readout visuel, soit sur le Golgi, un peu différent de ce qui a déjà été publié, soit sur d'autres organelles qui sont impliqués dans ce transport à travers le TGN. Mais oui, effectivement, là, le projet de Dimitri, il est très, très, très important. Et pour ne rien vous cacher, en fait, le projet de Dimitri, il est financé par l'association PAX1, mais il a été fortement incité par votre ancien président du conseil scientifique, Magali. Évidemment, j'ai un trou. J'ai honte. Jean-Dominique, merci. Jean-Dominique étant le beau-père de Taruna, qui est responsable de la fondation PAX1. Donc, c'est vraiment un effort collectif là, qui a été fait pour que ce projet il voit le jour et qu'il soit mené. Donc, c'est maintenant la chose la plus importante. Et après, il y aura plus d'ouverture. Disons que dans un an, on en saura un peu plus. On espère que dans un an, on aura passé une vraie étape transformante. Ouais. D'autres questions? Non. Écoute, alors,
je voulais remercier la Fondation Maladies Rares et plus précisément Laura, plus spécifiquement, pardon, Laura, qui en fait nous accompagne comme de façon tellement suivie et depuis le début. Donc voilà, un grand merci à Laura, un grand merci à la Fondation Maladies Rares grâce à qui en fait on a la possibilité de lancer des recherches parce que à titre personnel, on n'a pas du tout ni les connaissances ni le réseau pour faire tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci Laura pour cette intervention ce matin, d'avoir pris sur ton temps le week-end et voilà, et de manière générale pour tout ce que tu fais pour notre association et pour les dizaines, voire les centaines d'associations que tu suis au quotidien. Merci beaucoup. Mais merci à vous. C'est des très, très jolis défis. Pour moi, c'est un honneur de vous accompagner parce que j'ai un boulot qui est vraiment intéressant où vous changez les choses. Et voilà, c'est un plaisir d'être à vos côtés. Donc, merci à toi. Et j'ai vu Amélie, non, Amélie Piton est avec vous? Non. J'ai cru. Il y a quelqu'un qui lui ressemblait. J'allais lui faire un coucou, mais... Et voilà. Je vous souhaite un beau week-end et puis au plaisir. J'en profite également pour remercier notre conseil scientifique qui nous accompagne dans toutes les décisions, dans tous nos projets, voilà, dans l'orientation scientifique de l'association. Voilà. Merci à vous. Beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.